Bonjour, c'est Zia Steam. Aujourd'hui, je vous fais le tuto de la blouse bohème avec son nouveau facing super joli tout rose tout beau. Alors, on voit sur cette blouse qu'il va y avoir ici, on ne voit pas trop sur le dessin technique, mais il va y avoir ici des fronces, ici des fronces autour du col et ici des fronces pour la basque. Vous pouvez bien sûr faire quelques modifications. Vous n'êtes pas obligé de mettre le col froufrou. Vous pourriez mettre un col à ras en V. Vous n'êtes pas obligé de faire des fronces et en haut et en bas, mais auquel cas il va falloir réduire la tête de manche. Vous n'êtes pas obligé de faire des fronces au niveau de la basque. Vous pouvez vraiment tailler en continuant sur le patron, vraiment la partie top, vous la continuez. Alors, et puis là, il y a des fronces au niveau des poignets avec des poses de poignets. Je vais faire tout ça, sauf que j'ai pas eu assez de tissu. J'avais vraiment l'intention de la faire dans le tissu dans lequel je vais vous la montrer. J'avais pas assez de tissu pour faire les manches. Je vous rappelle, c'est un modèle qui mange pas mal de tissu. J'avais moins de 2 mètres, donc c'était trop juste dans ma taille. Donc moi, cette partie-là, en fait, elle va se retrouver ici au niveau de l'épaule. Donc j'ai bien mon emmanchure, sauf que moi, mon gonflant, je vais le faire ici. Une petite manche à la Blanche-Neige, avec un petit tour de bras ici, au lieu de faire en tour de poignet, mais ça reviendra au même. Alors, je vais vous montrer le tissu que je vais utiliser. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Je trouve que ça fait justement très bohème. C'est une double gaze avec des effets en fait de fleurs. Donc là, je vais vous montrer ma partie du dos avec des effets de fleurs comme ça, presque comme des taches de couleur, mais ce sont bien des fleurs. Ça donne cet effet-là. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Alors oui, là, j'ai vraiment hyper marqué mon cran. Ça me plaît beaucoup. Alors, vous avez bien marqué, bien sûr, vos crans. Vous avez découpé toutes vos pièces. Alors, petite info. J'ai décidé, moi, et ça peut être une idée pour vous, donc je vous le dis, j'ai décidé de faire des pinces sous poitrine. Comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre 2 pinces de 3 cm, les plier en deux. Ça va me faire du coup des pinces d'1,5 cm et je vais faire sur 6-7 cm de haut afin d'avoir des pinces pour donner du volume à ma poitrine. Attention, quand vous faites ça, petite explication, quand vous faites ça, moi par exemple, j'ai pris 46 au niveau de la poitrine et 44 voire 42 peut-être aurait suffi au niveau de la taille. Plutôt que de redescendre et de regrader, je suis restée au 46, mais je vais rétrécir mon devant avec des pinces. Du coup, soyez observateurs. Sur le patron, la partie basse, en tout cas dans ma taille en 46, est 3 cm au pli moins large dans le dos que devant. Et étant donné que j'enlève en tout 6 cm devant avec mes pinces, j'ai choisi de découper 2 fois la basque dos. Si vous ne faites pas ça, essayez par des épingles de couleurs différentes de repérer quelle est votre basque de haut, quelle est votre basque devant, la basque devant étant un peu plus longue. Ensuite, je pense, alors vous voyez, j'avais de la chance parce qu'au bord de mon tissu, il y a cette partie qui est non brodée. Et c'est avec cette partie que moi j'ai décidé de faire les petits poignets de manche, enfin les petits bracelets de manche ici. Voilà. Donc c'est à peu près là que ça va arriver, puis ça va faire du flou au-dessus et en dessous. Voilà. Je ne vais pas forcément la doubler, je porterai en dessous des dessous qui ne se voient pas trop. C'est l'été, on peut avoir une petite transparence. Bien sûr que si vous utilisez de la double gaze, vous pouvez aussi la doubler avec du voile de coton très fin. Écoutez, c'est parti, on va suivre le cahier technique. Que nous dit le cahier technique? Première difficulté, boum. On nous dit de venir froncer les basques. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on en est bien là du cahier technique au point 1.1. Alors, on vous montre 2 bandes de fils qui ont été faites en point long, c'est-à-dire en point de bâti. Donc, vous utilisez le point droit, mais le plus long que vous ayez en stock. Moi, si je monte, alors vous allez entendre ma machine faire des petits bruits, je peux aller jusqu'à 5. Alors, il n'y a pas besoin de largeur pour un point droit. Par contre, vous pouvez relâcher un petit peu la tension des fils. Ce sera plus pratique pour tirer dessus, ou alors vous vous mettez en mode automatique. Mais je vous conseille tout de même de relâcher un peu la tension. Par ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire, et je vais faire ça pour le tuto, pour tout le tuto, pour que vous voyez bien de quoi je parle, mais je vais utiliser des fils contrastants. Je vous conseille, j'ai du blanc, je vais utiliser du noir. Je vous conseille d'utiliser des fils contrastants pour ce qui concerne la partie des fronces, parce que c'est beaucoup plus facile à repérer et à enlever par la suite. Alors, on vous dit de faire une première ligne à 0,5 du haut de votre tissu, puis une deuxième ligne 0,5 en dessous.
Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va suivre le mode d'emploi. Vous voyez, je pense que là, il va neiger parce que je suis le tuto dans le mode d'emploi, dans le bon ordre. Je vais scier mes copines. Donc, c'est bien un patron aujourd'hui des bobines pattern, je le précise bien sûr, et c'est la blouse bohème, tuto que vous attendiez puisque les box sont partis et je suis bien placée pour le savoir puisque j'ai participé à vous les emballer. Alors, je passe un fil noir, c'est exprès, c'est pour... Ah, vous me voyez en direct là et vous êtes sur ma machine. Je passe un fil noir pour pouvoir venir faire tout mon bâti. Point de bâti, on a mis donc le point le plus long. On ne fait pas de point d'arrêt au début et à la fin. Vous allez venir mettre la partie basque sous le pied de biche. Vous démarrez à 1,5 cm du bord où il y aura la couture par la suite. Vous verrez pourquoi, parce que quand on va les assembler, si vous avez des fronces, ça va un peu vous casser les pieds. Et puis, allez, c'est parti. On va venir faire une ligne de couture à 0,5 du bord. Comment on se met à 0,5 du bord? On fait d'abord un galop d'essai. On met son pied de biche sur du tissu. On regarde quand on est au bord de son pied de biche, si on a l'aiguille au milieu, à combien on pique. Si on est trop à gauche, on déplace son aiguille vers la droite. Si on est trop à droite, on déplace son aiguille vers la gauche. Et on fait son point de bâti tout en longueur, sans tirer, sans rien. Vraiment, on se laisse juste, faites attention, une bonne longueur, je dirais 10 cm de fil derrière, que ce soit au niveau du fil de canette ou au niveau du fil de l'aiguille. Laissez-vous bien 10 cm. Donc, je fais pause pour faire cette ligne de couture. Rien de plus simple. Je vous montre juste sur la basque à quel endroit ça se trouve. Donc, voici mes basques. Ah oui, petite chose aussi, petite astuce. Alors, je regarde si je suis dans le sens où c'est fait ou dans l'autre. Voilà, c'est là. Moi, j'ai fait exactement comme ce qu'on vous conseille à la page un peu plus loin. Diviser en 4 parties votre basque pour des tissus en extensibles. Moi, je le fais aussi sur le chêne et trame. Donc, j'ai fait des petites marques. Voilà, ici. Ici, donc là, la dernière, forcément, c'est le bord. Et de l'autre côté, j'en ai une ici. Et en fait, j'ai fait aussi des petites marques sur mon top, dont mes marques de pince, puisque moi, je rajoute des pinces. Et en fait, quand on va venir froncer, etc., on aura toujours ces petits repères pour essayer d'être bien et pour mieux dispatcher ses fronces. C'est tout aussi pratique que de le faire sur du chêne et trame. Alors, c'est un tissu à trou-trou, c'est pas grave, c'est pas un problème. On fera juste attention quand on va faire froncer, que ça se replie pas comme ça, parce que oui, ça va être un petit peu capricieux comme tissu. Si vraiment vous vous dites, je vais jamais arriver à faire froncer une matière à trou-trou, vous pouvez venir mettre une bande que vous allez découper dans du thermocollant de 1 cm. Vous venez la coller comme ça. Par contre, vous prenez un thermocollant hyper fin et vous venez la mettre là. Comme ça, quand vous viendrez froncer, ça passera pas en dessous, etc. Mais moi qui aime bien... vous savez, c'est comme Jonathan et Jennifer, l'amour du risque. Et bien, c'est parti. Je vais le faire, moi, sans mettre de petites bandes en dessous. Donc, on laisse une bonne longueur de fil derrière. On vient faire toute une ligne de pointe à 0,5 cm. C'est très proche du bord, 0,5. Mais on en aura besoin parce qu'on va en faire 2. C'est parti. Arrivé au bout, on fait bien attention. On ne coupe pas ses fils à ras. On ne fait pas de point d'arrêt. On ne fait pas de coupe-fil. On sort l'aiguille du projet, on tire sur les 2 fils canette et bobine et on vient couper à peu près de nouveau 10 cm comme ceci. Donc on tire, on coupe et on obtient ça, 2 fils de chaque côté. Alors là, vous faites plus que bien. Vous voyez, ça a déjà commencé à froncer tout seul, sans rien faire. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire pour continuer à le froncer. Comment on fait pour froncer? Moi, j'aime bien tirer sur le fil de canette. Donc on tire sur le fil du dessous, de part et d'autre, c'est-à-dire que moi je tire d'un côté sur le fil de canette, puis je vais froncer à peu près jusqu'au milieu de mon projet, voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Par contre, quand on le fait comme ça avec un seul fil, et c'est pour ça que je vais vous montrer pourquoi on le fera avec 2 fils, donc là on va retendre, voilà, on va retendre ça. Pourquoi je vais le faire avec 2 fils? Parce qu'en fait, s'il y a un fil qui casse, vous recommencez de 0, c'est un peu rageant, et puis moi je trouve que c'est plus stable avec 2. Donc on vient faire une deuxième ligne parallèle à la première. On se rappelle de ces cours de maths, est-ce que ça veut dire parallèle? On tire de nouveau le fil, très très important. Vous n'oubliez pas, à chaque fois, vous tirez bien la longueur de fil de canette et de bobine de 10 cm. Et c'est reparti pour la deuxième ligne. Alors, je vous montre ce que ça donne. On a nos 2 lignes. Voilà. On a bien ici les fils de chaque côté. Ce que je vous invite à faire, vous allez nouer ensemble les 2 fils de bobine, donc les 2 fils du dessus. Et vous allez laisser les 2 fils du dessous libres.
Et vous faites ça de chaque côté. On va n'utiliser que les fils du dessous. Hop. Et hop. Nous, on coupe, hein. Comme ça, on n'est pas embêté avec les fils qui pendent. Donc, on noue ensemble les 2 fils du dessus, comme ceci. Petit nœud. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Voilà, petit nœud ici et dessous les fils libres. Et de l'autre côté, hop. Donc là, vous pouvez commencer à tirer et à froncer en tirant sur les 2 fils du dessous. Et du coup, ça ne cassera pas parce que les fils du dessus sont noués, ça vous donne encore plus de sécurité. Vous commencez à froncer, mais bien sûr, vous froncez un peu dans le vide. Vous ne savez pas trop combien vous devez froncer. Vous foncez. Alors, comment on fait? On tire un petit peu comme ça, puis on vient comme ça, pousser, pousser, pousser. Puis au bout d'un moment, on va finir par avoir des fronces un peu régulières partout. Je dis bien un peu régulières. On va faire en sorte qu'elles soient plus régulières que ça. Ensuite, de l'autre côté, pareil. Mais en inversé, c'est-à-dire que ce sont les 2 fils du dessous qu'on noue. Pour faire une sorte de stop, parce que sinon, à force de tirer, on risque de tout coincer. Donc, on noue ensemble les 2 fils du dessous. On vient couper à ras. Donc, les 2 fils de canette, cette fois-ci, de ce côté. Voilà. Voilà. Hop, double nœud. On coupe vraiment très très court. Tac. Et cette fois-ci, de ce côté, on tire sur les fils de bobine. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça, de chaque côté, on a un stop. Voilà, fil de bobine de ce côté. On fronce, on fronce. Et comment on sait? Eh ben, on vient tout simplement, soit avec son maître de couturière, soit en mettant la basque. Alors, faites attention, vous avez des basques, l'une est plus large que l'autre. La basque devant est plus large que la basque dos. Vous venez mettre les basques au pied de votre top, c'est-à-dire là où ça va se raccrocher ensemble. Et vous venez vérifier la largeur. Alors, je vérifie, moi, la largeur de ma basque dos. Elle aussi, je lui ai fait des petits repères. Donc, j'ai un repère à la moitié. Par là, ici, je crois. Ici. Je crois que c'est là. Hein. Voilà, c'est là. Ici. Et j'ai encore un repère ici. Que j'ai recoupé dans le rond pour me repérer. Donc, alors, je sais pas si mon petit repère du milieu, on le voit bien. Mais mon petit repère du milieu, voilà, je l'ai redécoupé un peu parce que ça avait mal coupé. Mon petit repère du milieu, il est là. Voilà. Donc, ce qu'on vient faire, on fait froncer sa basque. D'accord? Et on vient la mettre au pied de notre top, c'est-à-dire, on prend notre top. Vous voyez, ça c'est mon endroit, ça c'est mon envers, beaucoup plus pâle. Donc, je mets endroit contre endroit ma basque et le pied de mon top. Alors, je mets d'abord une petite pince d'un côté, comme ceci. Voilà, pour les mettre ensemble. Je vais jusque l'autre côté et je vérifie déjà si j'ai déjà trop, pas assez foncé, etc. Il ne faut pas non plus que ça tire. Il faut vraiment que ça fronce, mais il ne faut pas que ce soit plus court que le top au niveau de la largeur. Il faut vraiment que la basque fasse exactement la largeur froncée du top non froncé. Donc, je vous montre ce que ça va donner. Ça va faire quelque chose comme ça, avec une pince de chaque côté. D'un côté, les fronces, de l'autre côté, le top non froncé. Et maintenant, grâce au petit repère qu'on a fait tout à l'heure, on va venir mettre repère contre repère en se disant, ok, de là à là, par exemple, vous voyez, mon repère, il était ici, hop, et mon autre repère, il est ici. Je viens les mettre vraiment l'un contre l'autre, ces deux repères, et je me dis, ok, c'est l'endroit où là, quand je vais froncer, c'était bien là, quand je vais froncer, toute la partie qui est froncée là doit correspondre à cette partie-là. Donc voilà, je fronce un petit peu, je me dis ok, voilà. Et ça me permet de bien disposer mes fronces. Alors, je regarde si j'ai encore une petite pince. Et on fait ça jusqu'au bout. Donc, je vous rejoins tout de suite quand j'ai tout plaqué.
Quand on a tout plaqué, ça donne les fronces d'un côté et le tissu plat de l'autre. Et ce qu'on vient faire avec ces ongles, on vient dispatcher les petites fronces de point en point pour que tout soit froncé de façon, comment dire, esthétique. On va faire des groupes, puisque on a un premier groupe du bord jusqu'au premier quart, un deuxième groupe du premier quart jusqu'au milieu, un deuxième groupe du milieu jusqu'au deuxième quart, enfin troisième quart, pardon, et un dernier groupe du troisième quart jusqu'au bout. Donc par groupe, on vient dispatcher bien ces fronces. Ensuite, on vient assembler. Et où est-ce qu'on va assembler? On va venir coudre entre les deux lignes. Donc oui, tout à l'heure, il faudra qu'on enlève le fil de fronce numéro 2. Le plus stable, c'est de venir coudre entre les deux lignes vos fronces pour vraiment bien les plaquer et qu'elles se tiennent bien. Et ensuite, avec le découvite, comme on a fait en point long, on viendra découdre. Alors maintenant, vous faites attention, on redescend la longueur de point au point de réglage habituel. Alors moi, par exemple, je suis à 2,4. C'est le point de réglage habituel de ma machine à coudre. Donc, je me mets à 2,4. Là, je fais des points d'arrêt arrière et retour. Vous faites juste attention, vous ne mettez pas de fronce sur le premier centimètre et demi de chaque côté. Il vaut mieux les pousser un petit peu. Vous aurez moins de mal à coudre après que de bien étaler au départ votre tissu. Donc, c'est parti. On vient assembler ensemble les deux parties. Donc, la partie froncée et la partie droite. Alors, ce qui est pas mal, quand vous venez dispatcher, vous prenez la pointe d'un petit ciseau, puis vous venez bien pousser, étirer les fronces par tronçon. Vous allez voir, vous allez bien arriver à les mettre, ça va être joli, en poussant et en tirant pour vraiment qu'il y ait des petites fronces partout, qu'il n'y ait pas des endroits plats et des endroits non plats. Il n'y a pas de perfection dans les fronces, ça ne se verra pas, mais il vaut mieux faire par tronçon, ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus régulier. Alors, quand vous avez enlevé, en vous débattant, hein, des fois, surtout sur des tissus comme ça, quand vous avez enlevé les deux lignes de fronce, la ligne du dessus, la ligne du dessous, il vous reste la ligne de piqûre du milieu. Et voilà ce que ça donne au niveau du bas du dos, le top et sa basque froncée. Alors, c'est pas extrêmement foncé, c'est foncé. Vous voyez, ça part un petit peu plus en s'évasant. Voilà. Et quand on évase bien, bah, ça fait des petits godets en bas comme ça, réguliers. Plus qu'à faire la même chose avec l'avant, on se retrouve tout de suite. Alors voilà pour le devant. Hop. Avec, comme vous pouvez voir ici, des petites pinces que je me suis faites sous la poitrine de chaque côté. Voilà, ici et ici. Donc on a cousu la seconde basque. Maintenant, super simple. Hop. On met endroit contre endroit, épaule contre épaule, et on vient faire une couture épaule à 1 cm du bord, point d'arrêt, départ et arrivée. Alors moi je vous conseille, une fois que vous avez fait vos coutures d'épaule, de venir monter vos manches à plat. Alors j'espère que vous avez bien marqué vos repères d'épaule, que vous avez bien marqué vos repères de manches. Vous faites attention. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je crois qu'elles sont restées soudées en haut. Voilà, donc moi mes manches vont être plus courtes et je les ai un peu plus évasées, d'accord? Donc il faut qu'on repère le milieu d'épaule et on le met endroit contre endroit et je vais vous montrer la position dans laquelle on le met. Regardez. Ça c'est mon top, vu sur l'endroit. Je vous montre. Donc ça c'est mon top, vu sur l'endroit, le dos, le devant. Et en fait, je viens poser la manche, par exemple, de droite. La manche de droite. Je viens la poser carrément sur le top. Je recouvre toute l'encolure. Donc, je me mets comme ça. Et j'épingle au milieu épaule. Vous voyez? J'ai le top et je pose la manche dessus. Comme ça. Donc, quand j'ai posé le milieu d'épaule, je viens poser également à chaque cran. Donc je repère mes crans sur mon tissu et je repère mes crans sur mon épaule. Il faut que vous ayez les deux crans 1 face à face et les deux crans 2 face à face. Je ne sais pas si ça vous parle trop. Donc à chaque fois, je vous montre. Là j'ai mis mes crans 1 face à face. Là j'ai mis mon milieu d'épaule face à face. Je continue. Je vais vous montrer. Et ici, donc là,
ici, j'ai mon petit point là. Et là, ici. Voilà, j'ai un simple. Alors. Et là, c'est un double. Double et double. Oui, vous les avez vus. Hop. Et je pince. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de venir assembler la manche du bord jusqu'au cran. De l'autre côté, même chose. À 1 cm du bord jusqu'au cran. Faites des points d'arrêt à ce niveau-là. Ensuite, on passera un fil de fronce et on adaptera la taille de la tête de manche à l'emmanchure. Et pour se repérer, on aura toujours notre repère ici de tête de manche qu'on viendra poser sur la couture. Donc moi, je vous dis, il faut mettre déjà le dessous de manche jusqu'au premier point de repère d'un côté et le dessous de manche jusqu'au premier point de repère de l'autre. Allez-y. Voilà comment ça va se présenter. En fait, moi j'ai cousu comme ceci, du dessous de bras jusqu'au premier cran. J'ai laissé tout ouvert. J'ai froncé la partie manche, j'ai laissé droite la partie emmanchure. À partir du marquage du repère de tête de manche sur la manche, c'est la partie manche, et de tête de manche sur le top, on met une pince. Vous voyez comment ça fait? Ça c'est foncé, ça ne l'est pas. On continue, ça c'est foncé, ça ne l'est pas. Et enfin, on a cousu la fin de la manche. Et moi je trouve ça très pratique de froncer en place. C'est-à-dire que au fur et à mesure, vous allez étirer jusqu'à ce que ça coïncide. Donc, on fronce ou on défronce. Et on vient positionner tout facilement son tissu à plat sur la partie froncée de la chemise. Démonstration. Donc, cette partie-là, elle va être plate. Celle-là, elle va être foncée. La partie plate, c'est bien la partie ici de l'emmanchure. La partie froncée, je suis en train de la poser à l'envers pour la coudre ici. Elle est froncée, c'est la partie tête de manche. Et petit à petit, on fait friser la partie tête de manche, mais on laisse plate la partie emmanchure. Et on les pose l'un sur l'autre grâce à des pinces. Voilà, tout autour. Et on vient coudre. Alors, il ne vous reste plus qu'à enlever les fils de fronce quand vous aurez fixé la manche. Et à la fin, quand vous aurez fixé la manche, alors je vous montre sur l'envers, fixé la manche et cousu le dessous jusqu'en bas. Faites bien attention, vous mettrez une pince ici et une pince ici pour que vos plis commencent au même endroit, vos basques commencent au même endroit. Voilà, jusqu'en bas. Donc, vous aurez une manche vous plus longue et on enlève ces fils de fronce. Donc on fait la même chose de l'autre côté, on retire ces petits fils de fronce. C'est assez facile parce qu'ils ne sont pas super serrés, il suffit de tirer dessus. En fait c'est ça, c'est que les fils de fronce normalement c'est quelque chose de fragile parce que vous ne les stoppez pas, vous ne faites pas de point d'arrêt, c'est des points longs. Donc ça reste quand même assez facile à enlever. Il suffit de temps en temps de couper votre fil à endroits réguliers et puis ça s'en va assez facilement. Donc vous enlevez vos fils de fronce, il n'y a pas d'urgence pour les enlever, mais il faudra quand même les enlever parce que ça va vous gêner. Voilà, il suffit juste de tirer dessus, ça part assez facilement. Ça se déchire en petites parties, en petits tronçons, mais voilà. Hop, ça y est, fil de fronce enlevé. Hop, et je vous montre le résultat. Donc la manche froncée d'un côté et pas de l'autre. Hop. Donc le top évidemment n'est pas froncé, tandis que la manche est un petit peu froncée ici sur la tête d'épaule. Alors, on vient de nouveau fermer la seconde manche. Comme je vous l'ai dit, vous mettez bien les bisous de la couture. Couture contre couture. Si possible, vous laissez les marges de couture de la manche vers la manche et vous mettez une première pince. Et ensuite, vous faites bien attention au niveau de la basque, de plaquer la première basque avec la seconde basque. Hop,
Alors, je vais regarder comment j'ai fait de l'autre côté. Juste si j'ai mis les coutures en l'air ou les coutures en bas. J'ai mis une couture en l'air, une couture en bas. Donc on peut faire la même chose de l'autre côté, une couture en l'air, une couture en bas. Ça va pas être très très gênant. Voilà. Juste que ça se croise bien au niveau des basques. C'est important d'avoir une jolie ligne de couture à ce niveau-là, qui est quelque chose qui se suive. Hop. Comme ceci, une sous le bras, tout en bas on viendra tenir, une fois qu'on aura passé cette épingle-là, cette pince-là, on viendra la mettre tout en bas, et tout en haut on met juste bord à bord, et c'est parti, on coud le deuxième dessous de manche. Ensuite vous allez venir coudre endroit contre endroit, les parmentures dos et devant, comme ceci. Donc là vous voyez l'envers et là vous voyez l'endroit. Ce qui nous donne ça, alors pour vérifier, vous pouvez vous amuser à le passer autour de votre cou. Hop. Et à regarder si ça fait comme un collier et que les coutures, voilà, n'empêchent pas que tout soit à l'endroit. Si c'est ok, c'est bon. Vous allez la prendre endroit de la parmeture contre l'endroit du top. Ça disparaît. Donc, on va poser tout autour, par-dessus, notre parmenture sur le top. Alors, pour se repérer, on met couture d'épaule contre couture d'épaule. Voilà. Je vous conseille de balancer les coutures d'épaule du top vers l'arrière et les coutures d'épaule de la parmenture vers devant. Voilà, j'attrape les pinces. Hop. Comme ceci. J'attrape la seconde pince. Voilà, première pince, deuxième pince. Donc couture du top vers l'arrière, couture de la parmenture vers l'avant, des jolies coutures qui se croisent et hop. Et il n'y a plus qu'à venir coudre tout autour de la parmenture contre le top. On est bien endroit contre endroit. Alors je vous montre la première version possible, c'est sans glisser le froufrou dans le col. Là vous voyez ma parmenture ici. Vous voyez mon col, donc regardez, je vais essayer de passer la main dedans pour vous montrer. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir la fente centrale, ici, un petit col un peu arrondi, et ce, sans avoir le froufrou. C'est la version que j'ai choisie pour Stop, parce qu'il est déjà très chargé au niveau du motif. Alors, la broderie, le motif, je trouvais que ça faisait beaucoup avec le froufrou. Je vais de toute façon vous montrer comment on fait. Je pense que je vais également laisser sur ce top un peu à la japonaise les manches évasées. Et je vais également vous montrer comment on fait si on fait des manches non évasées. Donc un bas de manche. Le bas de manche c'est la même chose, hein, vous allez voir. Donc si on fait un bas de manche et si on fait le col pincé. Donc ça je vous le montre. Voilà comment il aurait fallu monter le col. Donc on aurait fait friser le col. On l'aurait posé endroit, enfin peu importe, c'est l'endroit des deux côtés. Endroit contre toute l'encolure. Et là, on aurait fait un point de bâti très très fort dans la marge. Donc, après le point de fronce, plutôt là. Et ensuite, on aurait reposé la parmenture dessus. Et on aurait fait un point, soit sur les fronces, soit un tout petit peu à côté, pour bloquer. Et quand on aurait remonté, voilà ce qu'on aurait obtenu. Alors, c'est très mignon, très frais. Je trouve que ça faisait juste beaucoup avec mon ensemble. Donc ça, c'est pour le col. Montage du col, tout simple. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est pour les poignées de manche. Pour les poignées de manche, on serait venu froncer tout le bas de la manche. Vraiment tout le bas de la manche. Voilà, donc là c'est la même largeur que ce que vous avez vous au poignet, mais moi je l'ai autour du bras. Je l'ai même élargi, hein, moi, pour que ça passe bien. Puis finalement, je l'aime bien en mode pagode comme ça, je vais le laisser comme ça. Mais en fait, on élargit tout. On fronce, on fronce, on fronce, on fronce. Et en fait, d'un premier côté, on vient coudre comme un biais, endroit contre endroit sur la partie froncée. Donc la manche, elle est froncée, froncée, froncée comme ça. Et on vient coudre sa partie bracelet de manche. Donc on l'a fermé, on a vraiment un rond. Et on vient coudre notre partie de bracelet de manche comme ça, endroit contre endroit. Sur la première partie des fronces, sur l'extérieur de la manche. Et ensuite, on replie. Donc on marque le pli au fer comme ça. On retourne et on vient faire en fait une piqûre à l'intérieur en
repliant le bord. Ça, c'est la technique la plus académique. Ça va vous donner ça d'un côté, donc avec le bord replié, et de l'intérieur, ça va vous faire ceci. Vous pouvez également, tout simplement, le plier en deux, le coudre endroit contre endroit. La manche, on rappelle, elle est foncée. C'est pas grave, on plie en deux, on coud endroit contre endroit. Et quand on va retourner le bord de manche, ça va donner ceci, les petites fronces. Et là, ce sera raide. Les deux sont possibles. Moi, j'aime bien faire comme un biais. Et puis, en fait, quand je vais replier vers l'intérieur, je fais un seul petit repli. Je replie vers l'intérieur et je fais une couture invisible à la main. C'est vous qui voyez. Donc voilà, on a terminé le tuto avec focus, hein. Vous avez bien compris que je ne fais pas tout le montage. Ça, c'est pour la masterclass du vendredi 10. Donc là, c'est le tuto du montage de cette blouse. Voilà, très très sympa. J'ai essayé de vous montrer des photos portées dès qu'elle est terminée, que j'ajouterai à cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Merci les bobines de votre confiance. Et puis à très vite en cours. Bisous!